Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Curieuses, audacieuses, courageuses et passionnées. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda. Béatrice de la Boulay, s'il fallait vous résumer en un mot, ce serait déterminée. À 12 ans, vous annoncez que vous serez comédienne et vous ne changerez jamais de cap. Après Hippocagne, Cagne, la Sorbonne Nouvelle en double licence anglais-théâtre et même un passage au Trinity College de Dublin pour une maîtrise de théâtre, rien que ça, vous en avez le cœur net, la solitude des bouquins ne vous suffira pas. Ce qu'il vous faut, c'est la scène, du mouvement, des voix, des corps, bref, de la vie. Ce que vous aimez par-dessus tout, c'est faire rire, mais jamais gratuitement. Chez vous, l'humour s'attaque au sérieux. Le rapport entre masculin et féminin, la misogynie, la sororité et même le cancer du sein que vous avez dû affronter. De l'émission pour ados KD2A à la série policière Tropique criminel, de l'ovni scénique Hernadette à Beckett et Boris Vian, vous avez tout osé. Et aujourd'hui, vous allez encore plus loin avec Héroïne, votre seule en scène intime et drôle, où vous livrez tout à cœur ouvert et à gorge déployée. Votre parcours illustre parfaitement votre refus catégorique d'entrer dans des cases, ni tragédienne pure, ni simple comique. Vous êtes les deux à la fois et avec une aisance insolente. Bonjour Béatrice. Bonjour Clémence. Vous pouvez venir tous les matins me faire mon petit discours comme ça, c'est très agréable au réveil. Je le disais donc en intro, vous avez toujours su ce que vous vouliez faire, mais comment à 12 ans, si jeune alors qu'on n'a pas connu la scène, on a cette révélation ? J'avais quelque chose de la performance déjà à la maison et donc assez rapidement... Mes parents m'ont inscrit au théâtre et ça a été vraiment le destin autodéfini, mais aussi défini pour tout le monde, quoi. C'était assez clair. Vous étiez exubérante donc comme enfant, vous faisiez des spectacles déjà, il y avait Ouais, je sais pas, je faisais le clown, je chantais, je faisais des spectacles. On a monté Knock dans le jardin, mais comme un enfant qui joue. Les comédiens sont juste des gens qui n'ont jamais arrêté de jouer, c'est tout. Et quand à 12 ans vous découvrez que ça peut être un métier, ouais, voilà, je vais faire ça, c'est bien ça. Mais pourtant vous faites Hippocagne, c'est plus vraiment du jeu. C'était quoi l'objectif puisque c'était... C'était jouer l'hippocagneuse ou la cagneuse pendant 2 ans et je me suis prise au jeu parce que c'était hyper intéressant comme étude. J'ai rencontré des profs hyper intéressants, passionnants. J'ai pas senti que c'était particulièrement un détour ou autre chose. C'était pas à côté, c'était dedans. J'ai quand même transitionné avec une double licence anglais-théâtre et puis après j'ai vu le tableau d'Erasmus s'afficher et là je me suis dit... J'allais faire un tour en Irlande. Et Trinity College, je suis devenue irlandaise pendant 1 an. J'ai joué l'irlandaise pendant 1 an. D'habiter à l'étranger 1 an sans sa famille, sans ses amis, ça fait qu'on se détermine soi vachement. Je suis pas rentrée pendant 1 an. Je me suis entourée que d'Irlandais. J'ai brisé la française à ce moment-là. Et je suis revenue avec vraiment une grosse place pour l'Irlande dans mon cœur. En Irlande, c'est vraiment un nouveau point de départ. C'est le moi adulte qui est né. Parce que tout à coup, je me suis dit, tiens, toutes les décisions que je prends à partir de maintenant, c'est les miennes. Et j'ai demandé à mes parents de ne pas me financer. Tous les choix, c'était les miens. Et donc, ça a été une façon de renaître, vraiment, en tant qu'adulte. Maintenant que vous êtes adulte, comment on se lance dans un milieu où c'est quand même difficile de percer ? Comment vous avez fait ? C'est vraiment le mot que vous avez dit au début, c'est la détermination. J'ai jamais douté que c'était ma place et que c'était ça que je voulais faire. Normalement, c'est un métier où on est choisi. Mais moi, en rentrant d'Irlande, j'ai commencé par continuer mes choix. Donc, je suis rentrée avec l'Irlande et donc Beckett aussi. Et donc, j'ai mis en scène fin de partie de Beckett. Et pour mettre en scène fin de partie de Beckett, il fallait le professionnaliser, le jouer dans les théâtres. Et ça coûte cher d'embaucher des comédiens. Donc, j'ai appris la production. J'ai produit, mis en scène. Après, j'organisais des fêtes. Les clubs et les sociétés sont vraiment... la moitié de la vie universitaire. Il y a le cursus universitaire, mais s'impliquer dans la vie sociale, c'est vraiment déterminant. J'ai trouvé ça vachement bien, donc j'ai ramené ça d'Irlande.
Et j'ai monté une association Franco-Erasmus qui organisait des fêtes pour mêler tous les gens et tout ça. J'ai demandé des sous à l'université, qui était ravie qu'il se passe des trucs. Et du coup, j'ai jamais réussi à dépenser les subventions qu'on m'avait données parce qu'on n'arrêtait pas de gagner de l'argent en faisant des fêtes. Donc, je me suis rendu compte que les fêtes pouvaient financer mes pièces. Et en parallèle de quoi, j'ai effectivement commencé assez vite sur TD2A et KD2A. En tant que comédienne récurrente, j'avais une espèce d'écosystème qui a fonctionné assez vite. J'ai toujours tout pris très à cœur, donc que ce soit les performances au lycée ou à la fac ou à Dublin. Dublin, il y avait une billetterie aussi. Donc, en fait, le théâtre universitaire de Trinity College, il fait partie de la programmation officielle de ce qui se passe au Samuel Beckett Center, qui est le nom du théâtre à Dublin. Donc, j'ai joué dans les monologues du vagin. Ma première scène pro, c'est peut-être Dublin, finalement. Ah, vous aviez joué dans les monologues du vagin ? C'était déjà un choix un peu engagé. Ouais, j'ai passé le casting, puis je l'ai eu. C'est ça qui est sympa à Dublin, à Trinity College, c'est que on considère les universitaires comme des bébés adultes qui vont pouvoir tester tout de suite leur capacité à gérer une trésorerie. Donc, ils font à la fois des études de droit, puis en même temps, ils sont présidents du club de badminton. Donc, moi, je suis rentrée là-dedans aussi, où j'étais dans le club de théâtre, mais en tant que comédienne. Donc, j'étais embauchée comme comédienne. Alors, on n'était pas payé, mais il y avait une billetterie, il y avait... Et après, quand je me baladais dans Dublin, je croisais des gens qui me disaient « Ah, je vous ai vu dans les monologues du vagin ». Puis après, je suis rentrée, j'ai fait la même chose en France. J'ai monté fin de partie à l'école, et puis je l'ai sorti de l'école, et puis c'est devenu pro. Et puis après, vous avez monté quelque chose de totalement loufoque, je sais même pas comment le définir, les Hernadettes. C'est difficile à définir, vous pouvez nous expliquer, parce que ça a duré 15 ans. On n'a jamais su le définir, même après les 15 ans. Hernadettes, c'est une parodie de comédie musicale qui faisait une espèce d'hommage à la pop culture à travers les plus grands hits de musique de tous les temps, les plus grandes répliques cultes de cinéma, de pub, de discours politiques de tous les temps. On disait un gratin de hommage fondu à la pop culture parce qu'en même temps, c'était complètement barré, c'était porté par 6 personnages, tous représentatifs du rock, au rap, à la culture pop, etc. Et moi, j'incarnais Scotch-Brite, qui était une espèce d'ersatz de Britney Spears. On avait tous des clowns de pop culture et on faisait tout en playback. C'était une bande-son d'1h15 avec le meilleur de la pop culture réincarné par nous en playback. Michel Ribes a dit « Vous avez réinventé une façon de jouer » parce que finalement, c'était comme du dessin animé sur scène. Les voix, c'était pas les nôtres. Il n'y avait pas d'instrument. On faisait tout en R, donc c'est pour ça que ça s'appelle Hernadettes. On a érigé la connerie au rang d'art extrême. On a fait le tour du monde avec Hernadettes. Elle est née comment, cette idée complètement loufoque ? Tout est un peu un hasard dans ma vie. Je suis assez dirigée par la sérendipité, c'est-à-dire le fait de fructifier les hasards. En fait, c'est né du air guitar. À l'époque, donc, j'organisais des fêtes pour financer mes pièces, comme je vous disais. Je trouvais que les fêtes parisiennes n'étaient pas très festives, finalement. Et on m'a présenté Mosh Pete, qui est ensuite devenu mon mari, qui était champion du air guitar. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que le air guitar ? Il y a des championnats du monde, des gens qui viennent du monde entier pour faire semblant de jouer de la guitare pendant 1 minute. Donc ils arrivent avec des housses vides et puis après ils accordent des instruments qui n'existent pas et après ils font une performance et ils sont jugés là-dessus avec des notes comme au patinage artistique de 2.0 à 4.0. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce sport génial ? Parce que pour moi on était au-dessus de Breton, quoi. Le summum du surréalisme, mais un surréalisme dont on peut rire. Et donc je rencontre Mosh Pete, on fait à une de mes soirées une performance de air guitar. Je trouve ça très marrant, ça plaît beaucoup. J'avais envie de décliner le truc parce qu'on n'allait pas refaire à chaque fois la même chose. Donc on s'est mis à concourir en bande, du air triangle, de la air basse, de la air batterie. Et puis un jour, la Fédération française de air guitare nous demande à nous, cette petite faune, de venir performer au musée d'art moderne de la ville de Paris, qui organisait une expo qui s'appelait Playback. Et ils voulaient une performance de air guitare, mais la Fédération française de air guitare voulait féminiser la discipline. Donc ils disent, est-ce qu'on ferait pas un concours de brosse à cheveux, c'est-à-dire un concours de playback ? Et on se met à inventer cette discipline de brosse à cheveux. Je concours aussi à la Nouvelle Star en tant que Scotch-Brite, donc en playback. Donc là, on atteint des sommets de surréalisme. Je suis allée pas chanter devant le jury de la Nouvelle Star pour faire une blague au jury. C'était la prod qui trouvait ça marrant. Je fais donc un playback sans musique. C'était quand même assez conceptuel. De Britney Spears devant Manœuvre, Lio, Sinclair et Manoukian. Et ils ont trouvé ça hyper drôle. Ils se sont dit, non mais c'est génial, on veut qu'elle aille plus loin. Bon, il y en a quand même 2 qui ont dit non. Mais j'ai été invitée à une émission le lendemain pour parler de ma performance à la Nouvelle Star la veille. Et là, je me suis dit, on ne peut pas passer à la télé sans avoir une actu. Et donc, j'ai inventé une actu qui était que je montais un groupe qui s'appelait Hernadettes en l'honneur de Bernadette Chirac. Je suis ressortie de l'émission, j'ai envoyé un texto à tous mes copains de la brosse à cheveux et du air guitar. Et je leur ai dit, je viens d'annoncer sur M6 qu'on montait un groupe qui s'appelle Hernadettes, ce serait marrant qu'on le fasse. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est monté. On a joué une fois, on a répété chez nous ou dans le métro avec le casque sur les oreilles, une répète la veille. On a joué, succès immédiat,
Mais vraiment, comme dans les films où il y a ce truc qui déclenche des passions, parce que le public a compris que son rôle, c'était de jouer les fans hystéros. Et ça a marché tout de suite. La production de Camille avait entendu parler du air guitar et s'est dit, tiens, c'est ça qu'on voudrait en première partie. Et on leur a dit non, pas de air guitar, mais Hernadette, ça va être très bien. Et donc, on a fait 5 cigales au bout d'un mois d'existence, quoi. Et c'était parti pour 15 ans. C'était parti. On était à la fois des imposteurs, mais des imposteurs qui disaient qu'ils en étaient. C'est comme si on faisait une blague avec tout le monde et que tout le monde était complice de cette blague. Et ça a marché pendant 15 ans parce que, en 15 ans, on a fait le tour du monde. On a fait 2 documentaires pour Canal, dont une sur une tournée aux États-Unis, du premier groupe qui fait une tournée aux États-Unis sans instrument. On a fait une émission de radio sur WeFM pendant 2 ans. On a fait un bouquin pour les enfants. On a fait des baskets, des lunettes. On a fait un micro-karaoké. On a fait une web-série pour Golden Moustache, on a fondé un empire, on a fait un album pour EMI, la bande presque originale de notre spectacle, qui est en fait une compile de tout ce qu'il y a. On a fait la première partie de Mathieu Chédid à Bercy. Comment on atterrit après 15 ans de folie comme ça? Qu'est-ce qui se passe après? C'est pas facile. C'est pas facile, mais heureusement, il y a des projets qui prennent le relais comme Tropique Criminel, qui est juste un rêve. Hernadette, c'était beaucoup de travail pour Mosh Pit et pour moi, qui menions depuis le début la prod, l'écriture et tout. Et donc, j'ai un peu plus recentré sur mon envie d'enfant, qui était d'être comédienne. Et comme de par hasard, casting Tropique 3 mois après, avec un abandon de poste d'une comédienne, et on cherche une comédienne disponible pour partir pour 4 mois en Martinique pour un rôle principal. Je dis c'est moi ça. Une série policière, donc c'est quand même le grand écart. On n'est pas un peu schizophrène quand on passe de Hernadette à une série policière? Non, je crois que le fil conducteur c'est moi. En vrai, ce rôle il est dingue. Gaëlle Crivelli dans Tropique Criminel, c'est une femme hyper libre. C'est rare d'écrire un rôle comme ça pour une femme. C'est plutôt un rôle d'homme. C'est un peu Mel Gibson dans L'Arme fatale, quoi. Une femme très libre, sans attache, amoureuse, sans enfant, qui vit sur un bateau. J'étais hyper contente de rencontrer un personnage qui avait le même ressenti de liberté de femme que j'ai moi dans la vie. Et il y a la même liberté dans ce que je donne à Crivelli sur France 2 devant 5 millions de téléspectateurs à dire, mais vous savez, en fait... Une femme, ça peut être très libre, très sans attache, très fuck les règles et très on va pas se mettre dans une case. Pour moi, il n'y a pas de grand écart. Il n'y a pas du tout de différence entre ce que je fais chez Hernadette, ce que je fais sur France Télévisions ou ce que je fais en one-woman show. C'est les mêmes marqueurs, en fait, de liberté, de fun, de rigolade. Dans votre carrière, donc il y a les Hernadette, il y a Tropique Criminel, il y a les classiques parce que vous les avez jamais vraiment quittés, vous étiez sur les planches, vous avez mis en scène, vous avez joué. Ouais. Et il y a aussi donc ce grand saut dans le vide quand même qui est un seul en scène. Ouais. Et là, c'est plus intime, vous vous livrez plus. Vous faites rire avec ce qui vous concerne profondément. Est-ce que c'est difficile cette fois-ci de pas se reposer sur les mots d'un auteur ? Dans ma vie, j'ai pas la notion de difficulté ni de risque. J'avais toujours eu un peu envie de faire du one, de tester l'humour toute seule. Donc je me lance dans une espèce de conférence un peu marrante sur les héroïnes de Molière parce que je me disais tiens, elles sont hyper badass les héroïnes de Molière parce que Molière est le dernier arrivé dans la troupe de Madeleine Béjart qui est la star de la troupe et qui dit alors toi le petit nouveau, si tu veux marquer des points avec moi, tu vas m'écrire des rôles un peu sympas. Les héroïnes de Molière ont ce profil hyper marrant, hyper libre, hyper rigolo. Et donc, je jouais des parties de Molière en mode d'aujourd'hui. Donc, j'ai rappé Célimène, j'ai fait... Voilà. Le but étant de dire, en fait, les héroïnes d'hier et les héroïnes d'aujourd'hui, elles ont en commun un truc, c'est la liberté en intraveineuse. Parce que moi, j'ai jamais eu l'impression qu'on me mettait des bâtons dans les roues. J'ai jamais trouvé limitant le fait d'être une femme. Et donc, voilà comment, petit à petit, c'est devenu de plus en plus perso. Fil en aiguille, comme ça, j'ai écrit... Après, j'ai pris un co-auteur, après, j'ai pris un metteur en scène. En 1 an, ça s'est affiné, affûté. Et là, j'en suis à la 109e représentation. C'est une écriture qui s'est faite comme ça, en distillation, en psychanalyse, en le confrontant au public. Donc, je me suis sondée, moi, j'ai sondé le public et je me suis interrogée sur qu'est-ce qui m'intéresse. Et après, l'humour, évidemment, fait passer énormément de messages. J'ai compris que pour faire passer des messages, fallait pas dire les choses frontalement, fallait les dire... en les décalant. Et... Vous parlez de votre spectacle en parlant d'une épopée d'une misogyne en thérapie. Ouais. Alors que vous dites que vous n'avez pas souffert de votre condition féminine, alors ça sort d'où ? La première souffrance que j'ai ressentie en tant que femme m'est venue des femmes.
J'ai vécu un harcèlement scolaire au collège qui était vraiment exclusivement féminin. Et en fait, j'en ai conclu que la société est tellement misogyne que les femmes infusent cette misogynie, et comme dans beaucoup de sociétés, les opprimés oppressent, les femmes sont inconsciemment les plus misogynes, je crois. C'est-à-dire que la misogynie pourrit la vie des femmes en premier entre elles. Donc c'est un drôle de concept, c'est pas tout à fait dans l'air du temps. Moi-même, j'étais devenue, en la subissant, très très misogyne, parce que moi j'ai exclu beaucoup les femmes de mon cercle parce que je les craignais, parce que j'avais très très peur de cette rivalité féminine et que je me sentais beaucoup plus à l'aise avec les hommes. Ce spectacle m'a permis de renouer bizarrement avec le féminin. L'automisogynie, c'est ça, c'est se dire mais on est tellement éduqués à se dire qu'on ne vaut pas que c'est quelque chose qu'on impose aux autres aussi. Mais il y a une méfiance entre les femmes. Il y a une méfiance de est-ce qu'elle est mieux que moi ? Est-ce qu'elle est plus belle que moi ? Est-ce qu'elle est plus jeune que moi ? Est-ce qu'elle va mieux performer que moi ? C'est quelque chose dont on ne peut pas parler parce que c'est pas très avouable. Alors qu'en fait, je pense que le fait d'en parler permet de libérer quelque chose. Et j'ai vachement envie de militer pour la philogynie, c'est-à-dire le fait de trouver que les femmes, c'est sympa. On a envie de passer du temps avec elles parce qu'elles sont cool, parce qu'elles sont performantes. C'est une forme de féminisme un peu bizarre. Je ne l'ai pas choisi, mais c'est le mien. Et je pense qu'il y a un énorme boulot du côté des femmes sur l'appréciation d'elles-mêmes et des autres femmes. Parce qu'en fait, la misogynie, elle est aussi chez les femmes. Dans votre spectacle, vous évoquez un autre combat, cette fois-ci qui est contre la maladie, puisque vous avez un cancer du sein. Pourquoi en parler sur scène ? Est-ce que c'est un exutoire ? Est-ce que c'est... C'est arrivé aussi un peu par hasard, mais on m'a demandé de conclure une levée de fonds pour une recherche contre le cancer après ce cancer que j'ai vécu. Et on m'a dit, oui, bah toi, comme tu as eu un dépistage précoce et que ton cancer n'a duré que 15 jours, parce que c'est ce que je raconte, t'es un peu l'espoir. C'est bien si c'est un peu joyeux. Il se trouve que j'ai une façon de raconter les choses qui fait que, bon, c'est toujours un peu rigolo. Après, j'ai quand même perdu un sein dans l'histoire. J'ai eu une mastectomie, donc ce sein-là n'est plus. C'est une prothèse. Mais ma façon de raconter l'histoire pouvait faire marrer les potes. Donc, je l'ai écrit un peu le jour même. Et les gens se sont mis à pleurer de rire et à être un peu gênés de rire de ça. Mais en même temps, l'histoire, elle était drôle. Et il y a des gens qui m'ont dit, ah, c'est cool que t'en parles aussi librement. Et du coup, je l'ai rajouté à mon spectacle. Et je dois bien dire que c'est la boucle qui est bouclée. C'est ma misogynie qui est née quand j'étais adolescente. Elle s'est terminée vraiment avec le cancer du sein parce que tout à coup, il y a mon féminin qui s'exprime quand même très fort par « t'as un problème par là ». Ah bon ? Et en fait, je l'ai résolu avec la puissance féminine qui m'a entourée à ce moment-là, de meufs qui avaient subi le truc et que j'ai rencontrées. Tout à coup, c'est la solidarité féminine de dingue. Enfin, et ça m'a fait abattre mes dernières barrières, je pense. Ça a conclu un dossier hyper important, une étape très très importante de ma vie, qui est de me réconcilier avec mon féminin, mais le féminin et les femmes en général. Vous parlez aussi de ce cancer du sein différemment, cette fois-ci par écrit dans le livre Mamma Mia. Oui. On dit des choses différemment par écrit ? Pour le coup, c'est pas moi qui l'ai initié, c'est Bénédicte Voile, qui est une illustratrice et autrice de Nantes, qui était fan des Hernadettes, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai fait un post Insta avec juste un texte qui disait « En février, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. J'ai été opérée 15 jours plus tard. Cancer express, je n'ai qu'un mot, go Mamo ». Et elle m'a contactée, elle m'a dit « J'ai jamais vu quelqu'un parler du cancer comme ça ». Après, elle a vu mon spectacle et tout, elle m'a dit « Non mais il faut faire un roman graphique qui permet d'encourager les femmes au dépistage précoce. Parce que c'est sûr que si on peut s'éviter des mois, des années de traitement, de flip, d'angoisse, de machin... » Évidemment que ça n'est que mon expérience et j'ai aucune prétention médicale ou quoi que ce soit. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, on m'a recommandé la mastectomie. On m'avait proposé d'autres solutions. C'est celle que j'ai choisie. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Je raconte juste mon histoire pour dire arrêtons de décaler les rendez-vous de dépistage ou arrêtons de penser que ça n'arrive qu'aux autres aussi. Parce qu'on est 1 sur 8. Je crois que ça passe un peu à 1 sur 7 maintenant. Tant pis, faut changer le joint de culasse, Si c'est pris tôt, c'est pas bien pire que se faire les ligaments croisés, quoi.
Donc ça donne Mamma Mia et donc je suis très fière et je peux le dire parce que vraiment c'est beaucoup Bénédicte qui a fait. J'ai évidemment délivré mon histoire avec mon ton, avec tout ça, mais elle a fait un boulot génial avec des médecins, avec des associations de femmes, etc. Donc bravo Bénédicte, ça sort le 9 octobre. Moi évidemment je reverse mes droits à une association de femmes qui aide les femmes en situation de cancer, tous les cancers, jusqu'à 1 an après leur rémission, qui s'appelle Ma Parenthèse à Nantes. Et donc, je n'ai vraiment aucun scrupule à dire aux gens, achetez-le, il est génial, c'est pas moi qui l'ai fait. Et les fonds vont à une association, donc voilà, lâchez-vous. Quelle est votre définition de la femme inspirante ? La liberté. Celle qui ne doute pas de sa liberté. Et c'est ça qu'on devrait apprendre aux femmes. Elles sont libres. Quelle femme vous a inspiré ? Frida Kahlo, Joséphine Baker, George Sand, Sarah Bernhardt, Rihanna. Quelle est la qualité indispensable d'une héroïne ? La punk attitude, quelle qu'elle soit. Punk, c'est pas avoir une crête sur la tête forcément, c'est s'affranchir de ce qu'on attend de vous. Est-ce que vous avez un petit rituel avant de monter sur scène ou avant de tourner ? Le meilleur rituel, c'est de rentrer sur scène en finissant un coup de fil, en finissant de bouffer un sandwich, en étant dans la transition immédiate d'être soi. Est-ce qu'il y a une scène, un moment sur scène ou un tournage, un moment qui vous a particulièrement marqué ? Hernadette. Pardon, l'émotion revient. Et ben alors, incroyable. Pas prévu. Voilà, bah ça c'est ce qui va me manquer le plus donc visiblement. Mais c'est le bruit. Oh bah là, dis donc, elle est fatiguée aussi la dame. Elle tourne beaucoup en ce moment. Hernadette, le bruit du public, la folie, la joie d'autant de gens en même temps dans une même pièce, ça fait beaucoup de bruit. Et ça manque. Visiblement, beaucoup. Donc voilà, les Trianons, les derniers Trianons, là, en décembre 23, c'était fou. De procurer autant de joie à autant de gens, c'est fou. Écrire ou jouer ? Jouer, mais écrire pour jouer. Votre plus grande peur en tant qu'artiste ? De plus avoir rien à raconter. Est-ce qu'il y a un échec qui a eu un impact fort dans votre vie ? Et c'est pas encore un échec, parce que jusqu'à ce que je sois dans la tombe, je vais essayer. Mais j'aimerais bien raconter l'histoire des Hernadettes. J'aimerais vraiment bien... On a eu un projet de film, on a eu un projet de docu, on a eu un projet de docu-fiction. Et rien ne s'est fait. C'est toujours en cours. Je veux raconter cette histoire que je trouve tellement universelle qu'avec presque rien, on peut faire presque tout. Raconter l'histoire des Hernadettes. Votre plus grande victoire ? Avoir été choisie pour Tropique Criminel. C'est le truc que j'ai réussi à faire sans l'avoir écrit. Et puis Hernadette, ça c'est ma plus belle victoire, je pense, d'avoir réussi à créer un truc qui n'existait pas et qui n'existe plus aujourd'hui. Plus personne ne fait ce qu'on fait. Ça a été 15 ans d'inédit et c'est nous qui l'avons fait, quoi. On a inventé un truc. Votre prochain Everest ? J'adorerais tourner en anglais. J'ai vécu en Irlande, j'ai adoré jouer en anglais. Ça me manque beaucoup. Ce qui est bizarre, c'est que pour moi, les Everest, c'est pas de faire les choses moi-même parce que suffirait que j'écrive un truc. Mais là, j'ai envie d'être choisie pour un projet anglophone. Est-ce que vous avez un mantra qui vous guide ? Faites n'importe quoi, mais pas n'importe comment. On va revenir quelques instants à un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Qu'est-ce qui ne vous quitte jamais en voiture ? C'est le temps d'installation du Bluetooth qui me fatigue. Donc j'ai toujours un câble pour pouvoir écouter de la musique. J'adore écouter de la musique en voiture. Quelle est la musique idéale en voiture ? Nogay Rez, rappeuse israélienne géniale, qui sera à l'Élysée-Montmartre le 28 novembre, et j'y vais avec ma fille, c'est son cadeau d'anniversaire. Kalash, Meryl, tous les Martiniquais, parce que la première note me renvoie là-bas. J'écoute beaucoup Kalash, beaucoup Meryl. Votre meilleur souvenir en voiture ? Je dirais road trip à la Barbade avec ma fille, musique à fond sur les traces de Rihanna. À l'inverse, le pire moment que vous ayez passé en voiture ? Woodstock, où on avait joué avec les Hernadettes. Ouais, Woodstock, pas pendant le festival, parce qu'on n'était pas nés. En 2010, dans le cadre de notre documentaire. Et on rentre de limousine à New York, et là, énorme embouteillage et une envie de faire pipi terrible. Et là, qu'est-ce que tu veux faire ? Eh ben, tu fais pipi dans une bouteille. C'est pas très agréable, mais dans une limousine, t'as la place. Alors ça va. Au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous écoutez de la musique, des podcasts ? Je suis hyper zen. J'ai une conduite très bizarre. Soit je conduis hyper vite, soit je conduis hyper lentement. J'ai pas d'entre-deux. Et pour finir, comme le veut la tradition d'un Parole de Femme, on part en road trip.
Béatrice, où est-ce que vous nous emmenez ? Chaque fois que je pars en road trip, je pars de Vendée et je descends dans le sud-ouest, jusqu'à Saint-Sébastien. J'adore ce trajet-là. Merci beaucoup Béatrice pour ce moment plein de liberté. Merci Clémence. C'était Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles explorent au quotidien le monde qui les entoure et sont venues partager leurs passions, leurs professions, leurs épreuves. Elles se confient au micro de Clémence de Bernis en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Skoda. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Parole de femme. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées, à nous suivre sur Instagram et à laisser un petit cœur ou un commentaire. C'est précieux pour continuer à faire entendre ces voix inspirantes.